ont été profitables et ont permis une cogitation intéressante. Alors, nous allons avoir l'occasion de faire un retour sur ces ateliers à l'aide de nos discutants. Le retour va se faire en 4 parties. Un premier 20 minutes où chaque discutant aura 5 minutes pour présenter les éléments majeurs ressortant des discussions dans leur atelier. Après ces 4 présentations-là de 5 minutes, on a invité Michel Désy pour un point de vue éthique sur tout ça. Un point de vue éthique en 5 minutes, c'est un défi assez important, mais on va tenter le tout. Et après ce 25 minutes-là, on a un 15 minutes d'échange entre vous, où vous pourrez discuter d'éléments qui ont été soulevés dans les autres ateliers, vous donner votre point de vue sur ce qui a été mené jusque-là. Et ensuite, on aura une autre période d'une 20aine de minutes où vous pourrez être amené à commenter et à discuter vous aussi de votre côté. 5 minutes, hein? 5 minutes. Bon, je vais essayer d'être structuré pour bien rendre les échanges. Hein. Premier point qu'on a discuté, c'est les besoins. Évidemment, tout ce qui a été exprimé au niveau des besoins, ce sont des éléments qui n'existent quasiment pas, je vais les nommer. Au niveau des données populationnelles, on a dit que ce serait important d'avoir des récurrences plus rapprochées que ce qu'on a disponible en ce moment, des enquêtes de 6-7 ans. Donc, pour l'instant, nos enquêtes sont très espacées. Au niveau des... Ça, c'est pour les données populationnelles. Sur les consommateurs, ça a été bien exprimé qu'on avait des besoins. On avait des besoins sur les données sur les populations plus marginales et vulnérables. Les populations, en fait, qu'on ne rejoint jamais, qu'on ne trouve pas dans nos enquêtes, dans nos différentes sources de données. On n'a pas de données vraiment structurées sur ces populations-là. On voudrait des données sur les intoxications par cannabis chez les enfants. Ça, par contre, c'est possible, ça existe. En lien avec les traumatismes également, avec la légalisation du cannabis, ça devrait se faire également. On veut des données, évidemment, ça serait l'idéal, on souhaiterait aussi avoir des données pour des populations autochtones. Et on voudrait aussi avoir des données sur l'utilisation des services. Quelles sont l'utilisation des services, les types de soins qui sont offerts, les trajectoires de soins, quand il y a des complications de santé, tout le volet multimorbidité. C'est quelque chose qui actuellement n'est pas accessible. Et on sait que probablement pour une partie de la clientèle qui reçoit aussi des soins ou des services dans les organismes qui ne sont pas des organismes publics, mais plus les organismes communautaires, évidemment, c'est difficile d'avoir ces renseignements. Sur les substances, on aimerait avoir des données sur les consommations, sur les substances qui circulent et qui sont vendues sur le web. C'est quoi ces substances? C'est quoi leur composition, combien, les volumes, etc. Les données aussi qui circulent dans la rue, pour l'instant, on n'a pas ces données-là. On aimerait avoir les données sur les saisies faites par les policiers. On veut des données sur les drogues qui circulent en temps réel. Puis on voudrait avoir des informations aussi sur ces données-là, mais avec les agents de couple, les contaminants, etc. Et on aimerait bien avoir les données des pharmaciens. Donc, ça, c'était les besoins. Les besoins, évidemment, sont énormes, mais il y avait des priorités, 3 grandes priorités. Au niveau des substances, ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui est dangereux, etc. Là, on était moins dans la donnée que dans la veille. Mais je traduis ce qui a été rapporté. On a bien dit après, c'est probablement plus de la veille. C'est revenu qu'une des priorités reste les populations sur lesquelles actuellement on n'a pas de renseignements. Ça veut dire les populations qu'on ne rejoint pas parce qu'elles sont soit dans la rue ou ailleurs, sont dans des centres, etc. Donc des populations, je ne sais pas, je n'aime pas les qualifier, mais ça peut être vulnérable. Donc ça, c'est revenu. On n'a pas de données là-dessus, mais c'est vraiment une priorité. Et on aimerait avoir, je reviens aussi avec la question des enquêtes populationnelles, les données issues des enquêtes, la question de la périodicité est vraiment importante, c'est quelque chose qui devrait être priorisé. Les contraintes, évidemment, quand on a parlé de données, partage de données, il y a eu des dimensions éthiques,
La stigmatisation, évidemment, est un élément qui a été évoqué tout le long de nos échanges, ce matin et cet après-midi, il fallait faire attention quand on travaille sur de telles thématiques. C'est facile de stigmatiser et ça peut avoir des conséquences chez les usagers de drogue, évidemment. Respect de la confidentialité, il fallait aussi, pour les données, notamment les données de recherche, mais quand on va chercher données via la recherche, ça prend le consentement des personnes qui ont collaboré à ces projets-là pour en faire un usage secondaire, donc il y a quand même ces contraintes-là. Et grosso modo, c'était des dimensions, je dirais, éthiques et quelques contraintes. Il y avait aussi des contraintes méthodologiques. Il reste 15 minutes pour ramener des éléments s'ils ne sont pas répétés par les autres discutants. Alors, je pourrais revenir à notre proposition de la fin. On a regardé les bonnes pratiques, mais on va revenir plus tard. Il y a possibilité dans les 15 minutes de se plugger pour pouvoir dire les autres aspects. Donc, je vous ai résumé la matinée. Merci. En fait, nous, on avait les questions sur la valeur ajoutée. Ce qui est sorti essentiellement, toute la question d'avoir un espace commun qui fédère les données, d'avoir accès à des initiatives qui permettent d'orienter nos interventions, mais surtout d'avoir un lieu commun qui nous permet d'avoir accès rapidement à l'information pour éviter la multiplicité de recherches. Donc, toute la question de gagner du temps est ressortie comme étant une notion importante. Au niveau de la valeur ajoutée, on a parlé aussi d'avoir accès à des données de qualité. Donc, de pouvoir développer en ce sens un langage commun. Quand on a parlé aussi de qualité des données, il y a une notion de hiérarchisation des preuves qui est sortie également. Donc, d'avoir des données qui sont accessibles à différents groupes, à différents publics cibles. Au niveau des enjeux et des défis, bien entendu, toute la question du financement et de la pérennisation est un enjeu majeur. On a soulevé aussi comme enjeu toute l'importance d'avoir une équipe dédiée pour assurer une certaine pérennisation. Bien sûr, l'équipe dédiée vient avec du financement. S'il n'y a pas de financement, bien peut-être qu'on ne pourra pas développer à la hauteur de nos espérances. Donc, de bien s'entendre aussi sur qu'est-ce qu'on veut réellement en fonction des sommes qui sont disponibles. Donc, de faire des démarches, bien sûr, en ce sens pour pouvoir avoir un financement conséquent. Au niveau des stratégies qui ont été énoncées, bien, on se disait d'abord et avant tout l'importance de faire un repérage de ce qui existe actuellement ailleurs. Donc, faire un bon état des lieux pour être capable d'identifier les manques ou les trous noirs pour voir de quelle façon on peut se positionner en conséquence et bien identifier à qui on doit répondre. Quels sont nos besoins? Quels sont les besoins des utilisateurs pour bien orienter la publication ou la diffusion de nos données. On parlait aussi de l'importance d'avoir une structure neutre, donc pour assurer une certaine liberté d'action. Et ensuite, je dirais en dernier élément, la proposition de mettre sur pied un comité de veille pour pouvoir assurer une priorisation annuelle de grandes priorités émergentes, donc qui pourrait orienter justement la publication des données. Je vais aller rapidement, ça fait le tour de la matinée. Oui, c'est bon encore. D'accord. Section 2, au niveau de la coproduction. On s'interrogeait sur, dans le fond, quel type de coproduction on parle. Alors, on se disait, c'est important d'abord et avant tout d'impliquer les utilisateurs dès le début du processus jusqu'à la toute fin. Donc, les utilisateurs de drogue ou les utilisateurs de données? De données. Donc, qui puissent être impliqués tout au long de la diffusion jusqu'à la fin du processus qui est au niveau de l'utilisation. On a parlé d'enjeux éthiques. Nous avions la présence
de notre éthicien qui soulevait certains aspects. Probablement, vous allez en parler tout à l'heure, alors je ne m'avancerai pas trop là-dedans. On a discuté beaucoup au niveau des enjeux d'inégalité entre les acteurs en présence. Donc, tout l'aspect du type de données dont on veut rendre accessible en fonction des différents utilisateurs. On ne s'adresse pas nécessairement au même milieu. Donc, quel type de données on veut déposer sur notre réseau. On a énoncé aussi un enjeu d'éparpillement de données, c'est-à-dire d'avoir trop de sources de données différentes qui fait en sorte que finalement, c'est pas efficient de pouvoir naviguer ou de pouvoir avoir accès à certaines données et qui pourrait aussi faire en sorte qu'on est perdu aussi au niveau du contrôle de la qualité de certaines données qui peuvent être diffusées dans... Les données, finalement, peuvent être diffusées et on ne peut pas nécessairement retrouver facilement ce dont on cherche. En conclusion, au niveau des stratégies, peut-être, on se disait, ce qui pourrait être intéressant au niveau de la création, on parlait beaucoup de créer, dans le fond, différents comités de travail qui pourraient en fait, s'exposer sur des grands morceaux du continuum où on pourrait mettre en lien des différents comités de travail d'experts qui feraient en sorte qu'on aurait une espèce de comité indépendant. La question de la neutralité encore est revenue de façon très importante et cruciale. Donc, comment avoir un comité libre, autonome, tout en ayant à rendre des comptes aux bailleurs de fonds. Donc, c'est pas neutre. Merci beaucoup. Véronique, pour cette portion-là de l'atelier 1 qui s'intitulait « Données et connaissances sur les SPA, besoins et priorités ». Et l'atelier 2 s'intitulait « Enjeux et défis pour la création d'un réseau québécois ». Donc, je vais inviter Chantal Robillard de l'UQAM à nous faire part de l'atelier. Je vais commencer tout de suite par la conclusion, comme ça, si je fais un manque de temps, vous allez avoir entendu la fin de notre discussion. L'idée de faire un observatoire, c'est pas une nouvelle idée. Je pense que c'est une discussion qui a lieu depuis quelques temps. Et le moment est venu, on dit et le moment est opportun aussi de faire un position statement. Donc, on s'engage et qu'on affirme qu'on a un besoin de faire un observatoire et qu'on soit entendu. On proposait aussi peut-être faire un communiqué de presse, une conférence de presse pour démontrer encore une fois la nécessité de faire un tel observatoire. Il y a la légalisation du cannabis. Il va falloir savoir est-ce que ça marche ou pas de la façon qu'on l'a déployé. La question des sites supervisés également. Donc, c'est le moment de bien surveiller ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est la conclusion de notre groupe. Est-ce que ça s'est partagé? On verra après à la discussion et aux questions. Donc, comment y arriver? C'est de créer un groupe de travail pour bien définir les buts, définir les objectifs, définir les extrants et vers à qui servira ces productions-là. Et on veut surtout, un peu dans la même idée du groupe de Véronique, qu'on reste neutre, on veut vraiment une bonne représentation, santé publique, santé, sécurité publique, les organismes communautaires, les organismes par et pour consommateurs, les associations d'usagers, pour que chacun des secteurs qui sont concernés par cet observatoire soit présent dans la construction de l'observatoire. Maintenant, quels sont les types de données, quels sont nos besoins en termes de données? Il y a eu une discussion assez importante sur la substance en tant que telle, l'analyse de la toxicologie, de ces substances-là. Quels sont les nouveaux marchés émergents aussi, ce sont des informations qu'on aimerait avoir. Également, quel est le profil, mais ça, je pense qu'on l'a déjà à partir des enquêtes professionnelles, quel est le profil des consommateurs? Quel est l'impact, les conséquences et les méfaits? On a peut-être encore du mal à bien mesurer c'est quoi les méfaits des drogues. On ne pose pas nécessairement les bonnes questions non plus de ce côté-là. Quel type de données qu'on aimerait avoir? Des données qui sont à jour, des données qui parlent, et ça c'est un défi parce qu'on ne veut pas tous entendre la même chose. Donc, comment on peut être universel en même temps spécifique pour répondre à l'ensemble des besoins, sécurité publique versus santé publique versus communautaire. On n'a peut-être pas le même langage. Et on veut des données qui sont faciles d'accès et qui arrivent rapidement.
qui sont dirigées, bien ciblées. On cible les professionnels, des données qui ciblent la population générale, des données qui ciblent les consommateurs. Donc, on pensait think big, mais on a pensé big ce matin-là. On pensait à un genre de système similaire aux maladies à déclaration obligatoire. Est-ce que ce serait possible pour la consommation aussi des substances? Donc, avoir un signalement toxico. On aimerait avoir, bon, je disais bien, des mesures précises, mais toujours l'enjeu de stigmatisation et discrimination envers les couples si on va trop précisément, versus est-ce qu'on a un N suffisamment grand pour avoir un portrait réaliste de ces populations-là. Si j'identifie certains enjeux institutionnels, on en a parlé, je pense, vraiment toute la journée, la circulation de l'information. Il y a plusieurs comités qui sont en place qui ont déjà des informations, des données, par exemple, sur la toxicologie, des données toxicologiques sur les substances, mais elles ne se parlent pas entre elles, non seulement au Québec, mais à travers le Canada. Comment on peut faciliter le flot, comment les informations du coroner peuvent revenir, comment l'évaluation toxicologique peut redescendre vers le coroner, les hospitalisations vers le coroner ou vers les autres acteurs. Donc, il y a un manque à ce niveau-là et peut-être ce serait une des premières étapes aussi que le comité s'en met en avant, à savoir comment on peut mettre en place un système de communication de ces informations-là à partir des propriétaires de ces informations. Comme première étape, après on passe aussi à un observatoire beaucoup plus large et plus structuré. Les enjeux éthiques, je vais les passer parce que je pense que tu vas suffisamment les détailler, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, pour revenir à cette question de la circulation de l'information, on a appelé ça un système d'intelligence collective, j'adore le titre, ou un système de sentinelle. Donc, avoir différents acteurs qui ont des données précises et qui peuvent lancer des signaux d'alarme en disant « Moi, j'ai vu ça, j'ai vu la pilule verte qui arrive sur mon terrain, ça avait telle conséquence, parce que ça fait écho chez d'autres. » Et ensemble, on peut mettre des informations qui nous sont à notre disposition. Et ça je trouve l'idée intéressante dans le sens que c'est très démocratique, où ça permet à des organismes communautaires qui, eux, sont sur le terrain, qui vont souvent sont peut-être les premiers à voir les nouvelles substances qui arrivent sur le terrain, vont pouvoir flaguer tout de suite, je m'excuse pour l'anglicisme, vont pouvoir lever le drapeau rapidement et dire il y a des nouvelles substances qui s'en viennent, qu'est-ce que vous voyez dans les hôpitaux? Est-ce que c'est. Parce qu'ils exprimaient, par exemple, que quand une nouvelle substance, une nouvelle crise, ils l'ont vu arriver, la crise des opiacés arriver assez rapidement. Mais ils n'étaient pas nécessairement écoutés jusqu'à temps que ça soit vraiment reconnu à un autre niveau. Donc, peut-être un système de communication serait intéressant. Conclure, Chantal? Oui, j'étais pas pire, mais je pense que ça va être pas mal ça. Peut-être un dernier point que j'aimerais apporter. On peut l'amener dans le 15 minutes qui va suivre. D'accord. Oui, je suis chanceux parce que je ne répéterai pas ce qui a été mentionné, à moins que ça ait été mentionné dans notre atelier avec beaucoup d'emphase. Je pense que d'entrée de jeu, on pourrait dire que les gens étaient plutôt favorables à la création d'un réseau québécois d'information publique sur les SPA, mais en gardant un regard critique. Et ça a teinté l'ensemble de nos discussions, je pense, ce regard critique. Et un premier élément de ce regard critique, c'est la prohibition qui entoure les données que nous recueillons, parce que ces données ne sont pas nécessairement neutres, puisque c'est dans un contexte de prohibition. Ça affecte nécessairement la validité. Bon. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les gens étaient d'accord pour la création de ce réseau. On voyait trois avantages importants ou trois éléments qui pourraient être utilisés dans ce réseau. C'est d'abord d'avoir des données, mais d'avoir des données analysées, parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité de les analyser et de les analyser correctement aussi. Et puis, ça peut poser aussi des questions éthiques si ce sont les données brutes qui sont à la disponibilité de tout le monde. Un premier élément. Deuxième élément, ça serait d'avoir du monitorage à l'intérieur de ce réseau, monitorage de certains éléments. On va y revenir, par contre, comment choisir les éléments de monitorage. Ensuite de ça, c'était d'avoir une sorte de veille sur les politiques et les pratiques qui se font ailleurs, comme qu'est-ce qui se passe au Portugal avec la décriminalisation de l'ensemble des droguistes ou des choses comme ça. Donc, ce sont les trois éléments qui pourraient être mis à l'intérieur de ça. C'est sûr que de penser à mettre ces trois éléments-là du jour au lendemain, c'est à peu près impossible. Donc, on pensait à y aller par étapes. Une première étape qui vraiment serait de mettre la table, à savoir quelles sont les données qui sont disponibles
actuellement et qu'on pourrait utiliser. Donc, un répertoire de ce qui existe. Ensuite de ça, peut-être rendre disponibles ces données qui existent et peut-être les analyser selon différentes dimensions, selon différents aspects. Et ensuite, peut-être, aller au niveau du monitorage. Monitorage, on a eu un peu de difficulté à savoir quoi monitorer. Parce que c'est sûr que si on met la lumière sur un élément, nécessairement, on met d'autres éléments dans l'ombre. Et puis, de mettre ces autres éléments dans l'ombre fait en sorte qu'on peut monter en épingle une problématique et ne pas voir les autres problématiques qui sont derrière. Donc, on était très prudent et très critique à ce niveau-là, savoir quels sont les éléments, et on n'est pas arrivé finalement à des conclusions, à savoir quoi au niveau de mettre en lumière, mais déjà, si on pouvait savoir qu'est-ce qui existe et qui pourrait être mis en marché rapidement, ce serait quelque chose de bon. On a eu aussi cette préoccupation d'avoir des données de toutes sortes, un peu comme, et de toute provenance, et de ne pas hiérarchiser la provenance des données. On a eu aussi cette préoccupation de ne pas, à partir de ces données, avoir une stigmatisation possible de certains sous-groupes qui pourraient apparaître. Et ça aussi, c'est une autre préoccupation que nous avions dans ce groupe. Donc, de savoir dans quel but on va ramasser des données et au moins d'avoir, comme un peu les médecins, le serment d'Hippocrate, au moins ne pas nuire, avons-nous dit. Et parce que la stigmatisation peut apparaître très facilement avec ce genre de processus-là. Et s'inscrire dans la durée était quelque chose d'important. On disait débuter petit, mais en même temps, quand on parle de monitorage, on pourrait aussi avoir cette exagération de, déjà, dans certains milieux, les usagers de certains services sont déjà beaucoup, on leur demande beaucoup déjà de faire partie de recherche. Et finalement, ils ont plus de recherche que de services. À un moment donné, il faudrait peut-être limiter les choses et peut-être avoir une concertation pour avoir un mécanisme d'accès à ces personnes-là qui ferait en sorte que on met ensemble les questionnaires, les entrevues, etc. que l'on fait. Donc, agréger des protocoles de recherche. Pardon. C'est ça. Il fallait aussi, dans les enjeux de coproduction, tenir en compte les cadres légaux, normatifs et la responsabilité de chacun, en tenant compte du consommateur. Pas le consommateur de services, mais pas seulement le consommateur de données, mais le consommateur de services. Au niveau, et là je vois que tu me regardes. Je gigote. Tu gigotes, c'est ça. Donc, ce qu'on voyait au niveau de la mise en place, au niveau des ressources associées, ce qu'on a besoin, premièrement, l'impulsion du ministère. Il faut qu'il y ait cette volonté ministérielle, vraiment, pour qu'il y ait une pérennisation. Ensuite de ça, clarifier la gouvernance, c'est quoi les rôles, c'est quoi les responsabilités de chacun, avec une transparence à ce niveau-là. Ensuite, un positionnement clair en termes de leadership. Qui va apprendre ce leadership au niveau de cette base? Et ensuite, un travail en partenariat avec l'ensemble des partenaires qui sont concernés. Et je termine sur peut-être un exemple comment on pourrait maintenir la capacité scientifique. On pense que ça devrait être inscrit peut-être dans une stratégie nationale. On a parlé que le programme national de santé publique 15-25 va être revu, mis à jour en 2020. Donc, ça devrait peut-être faire partie concrètement de ce programme national. On pourrait aussi avoir des rencontres périodiques des acteurs qui sont impliqués là-dedans, peut-être en parallèle avec les GASP, etc. Mais ce qui était aussi très important et qui était en filigrane au niveau de nos discussions, c'est l'implication des usagers est quelque chose de vraiment important, avec toujours cet aspect critique, à savoir ne pas stigmatiser. Les usagers de données ou de les drogue? Les consommateurs de drogue. Merci. Merci, c'est bon. T'en as-tu gardé un peu pour le 15 minutes? Oui. Oui, ça va aller quand même. Alors, tout un défi à partir de ça, de se résumer, de faire un regard éthique. Michel Désy, qui est secrétaire au comité d'éthique de santé publique de l'INSPQ,
Ben oui puis non, parce qu'en fait, la plupart des enjeux éthiques ont déjà été nommés d'une manière ou d'une autre. Fait que je ne sais pas si je vais dire quelque chose de très original en les renommant. J'espère que oui. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que la question de la stigmatisation est ressortie à peu près dans tous les ateliers de diverses façons. Évidemment, c'est une préoccupation que les personnes qui sont chargées de faire cette plateforme-là devront avoir, au sens où la combinaison de différentes données dans une même plateforme peut elle-même être stigmatisante. Donc, il faut toujours avoir un regard là-dessus. Et on a aussi mentionné dans un des ateliers que ça pouvait être une contrainte au sens où il y a certaines populations qui pourraient refuser de participer à un tel projet d'une manière ou d'une autre parce qu'elles ont déjà été stigmatisées dans le cas de cueillette de données basées dans toutes sortes de projets. Donc, ça pourrait être un obstacle dans ce cas-ci. Donc, il y aurait peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Il y a aussi l'enjeu du risque de réidentification qui a été nommé. Évidemment, quand on travaille avec des petits nombres dans des unités géographiques relativement restreintes, il faut faire attention à ça. On a donné un très bon exemple dans un des ateliers qu'il fallait faire attention à la diffusion de données sur la composition des drogues dans des quartiers particuliers parce que on fait se retrouver à mettre en danger la santé des revendeurs eux-mêmes. Donc, j'avais trouvé c'est un point intéressant qui méritait d'être soulevé. Mais tout ça pour dire que, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on fait la diffusion de données de ce type-là. La question des cadres normatifs, elle est ressortie, évidemment. Je me porte pas, moi je fais de l'éthique, mais je suis pas responsable des processus administratifs qui la vérifient partout au Québec. Donc, c'est pas à moi de répondre de ça, vous avez compris. Mais on m'a beaucoup parlé de la complexité, comment c'est compliqué de faire des demandes en accès à l'information, et ainsi de suite. C'est bon, ça a été nommé. Évidemment, le défi d'une plateforme comme celle-là, ça va être de s'assurer, en fait, les gens qui vont fournir les données vont devoir s'assurer que ces données-là peuvent être utilisées, peut-être diffusées dans le cadre d'une telle plateforme. Puis on sait que la surveillance, la recherche et même les organismes communautaires ont des règles différentes par rapport à ça. Donc, il faut s'assurer que ces règles-là soient bien rencontrées. La question de la responsabilité face à la plateforme elle-même, au contenu qu'elle va diffuser, c'est une question qui est importante, à l'imputabilité. Alors, on va se demander, ben là, je veux dire, qui va s'occuper de diffuser cette information-là? Quelle posture cet organisme-là devrait avoir par rapport à l'information qui est diffusée? Est-ce qu'on se porte garant de l'interprétation qu'on va en faire des données? Est-ce que les publics différents vont réagir de la même manière sur les journalistes, les utilisateurs de drogue? Donc, est-ce qu'il y aurait des problèmes par rapport à ça? Et quelle serait l'imputabilité et la responsabilité des participants par rapport à leur propre contenu face à tout le magma potentiel d'informations qu'il pourrait y avoir? Et comment peut-on éviter les chicanes de silos et ainsi de suite dans ce projet-là? Alors, une des solutions qui était offerte là-dedans, puis on en a parlé justement, c'est la possible neutralité de l'instance qui va charger de cette veille-là. Donc, ça pourrait aider à mettre la distance un peu et à assurer une certaine autonomie. La clarification de la cohérence des finalités des publics, et ainsi de suite, ça va un peu avec ça. C'est aussi un enjeu qui est revenu souvent. Il va falloir s'assurer que le contenu soit compréhensible par différents publics. Et alors, il va falloir réfléchir à des façons de s'assurer qu'on explique comment comprendre une donnée que l'on partage. Et ça, c'est revenu à plusieurs reprises dans plusieurs ateliers où j'ai participé. Donc, c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Je peux m'arrêter là, puis en garder pour les 15 minutes? Oui. Parce que ça, c'est en gros, c'est les plus grands sujets qui sont revenus. Maintenant, on va en parler plus en détail.
cas, c'est l'avis éthique le plus synthétisé que j'ai pu entendre ou voir. J'espère que c'est une qualité. C'est une très grande qualité. Alors, nos discutants et discutantes, est-ce qu'il y a des éléments dans ce qui a été présenté dans les ateliers qui vous ont surpris ou choqué? C'est un peu embarrassant comme question. Michel, vas-y. Non? Bon, on a parlé de trouver la façon de mieux contourner les règlements et lois pour avoir le projet le plus simple possible d'un point de vue normatif. Je n'emmènerai pas personne, mais légalement. Donc, patenter ça, pour reprendre l'expression, pour que ce soit le plus simple possible de ce point de vue-là. Je n'aimerais pas la personne qui... C'est très éthique. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à ma question? Ben, moi, c'est pas ça, oui, mais c'est l'importance, et là, on le voit dans l'ensemble des ateliers, il y a un danger réel de stigmatisation. Il y a un danger, il y a des effets pervers réels, et c'est important d'en être conscient de ces effets-là pour pouvoir les éviter. Mais il faut en être conscient. Et ça, c'est pas quelque chose qui m'a surpris, mais c'est quelque chose qui revient, qui est majeur et qui est crucial, parce que ça pourrait être fatal pour le fonctionnement de cette base de données. On l'a vu quand on soulevait de pouvoir donner de l'information sur les substances qui sont sur le marché actuellement, leurs conséquences. Et on aurait comme envie en santé publique de dire, mais il faut aviser d'emblée qu'il y a des substances dangereuses, mais on réalise que de faire ça peut avoir des conséquences à d'autres niveaux. Là. Oui. C'est un peu ça. Oui, Daniel? Je vais renchérir. On a débattu sur à qui on devrait ouvrir cet espace d'information. Est-ce que ça devrait être un public large ou un public limité? Et les enjeux quand on parle d'un public large, ça soulève des enjeux, l'enjeu de la stigmatisation. Puis un élément auquel je n'avais pas pensé, qui a été nommé, puis je pense qu'il est très important, c'est tout un public large et que même nos décideurs sont portés à aller prendre des données rapidement. Si elles ne sont pas interprétées, si elles sont disponibles librement comme ça, les risques d'en faire un usage qui n'est pas toujours adéquat. Et probablement, au lieu d'aller consulter nos experts ou les personnes qui devraient les conseiller, il y a un risque là aussi. Donc, quand j'ai entendu que vous avez proposé dans votre atelier, bien, en fait, les données qui devraient être là devraient être analysées. Donc, je pense qu'il ne faut plus, non, peut-être pas opposer maintenant l'ouverture à un public large limité, mais dire que si les données, on les met, si elles sont interprétées, bien là, elles vont avoir un autre sens. Mais il reste que ce risque-là a été nommé. Moi, là, j'étais contente, je n'avais jamais pensé à ça. Je pense que ça m'a surpris. Et je trouve que c'est quelque chose à prendre en considération. Un autre élément là-dessus qu'il faut prendre en considération, à mon avis, c'est qu'il risque d'avoir une pression à un moment donné pour des données rapides. Mais il ne faut pas sacrifier la qualité de la donnée à la rapidité à laquelle on veut l'obtenir. Et ça, c'est un danger dans cette façon de concevoir cet espace. De dire, oh oui, mais on veut la donner demain, on veut l'avoir, mais il faut pouvoir l'analyser et être sûr que c'est la bonne donnée. Et ça, il peut y avoir une pression de performance qui irait à l'encontre de la scientificité de la donnée. Ce qui a été dit, c'est aussi d'avoir une approche étapiste. Et commencer de façon très réaliste, pas vouloir trop embrasser trop large, probablement commencer avec un espace, puis après ça progresser, tu sais, c'est pas... il faut être réaliste dans notre vision des choses, puis si on a une approche étapiste, probablement que les choses vont pouvoir être mieux documentées. Se faire plus dans les règles de l'art, puis de prendre en considération ce qui est dit là, la qualité,
réfléchir sur les dangers potentiels, stigmatiser, etc., etc. Mais à ce sujet-là, on disait, il ne faut pas attendre le projet parfait. Non. Parce que si on attend le projet parfait, on ne l'aura pas. Donc, il faut justement y aller par étapes. Commençons petit, mais commençons. Peut-être pour les enjeux de pression, ce qu'il faut mentionner, c'est que moi, ce que je comprends du projet, c'est que les données sont produites par ailleurs pour d'autres finalités, de toute manière. Et donc, je ne sais pas s'il y aurait autant de pression que ça pour que la plateforme les livre, parce qu'au final, ces données-là existent déjà. Et les personnes qui en ont réellement besoin, habituellement, ben, ils ont accès à la donnée dans son cadre habituel. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, je ne sais pas s'il y aurait autant de pression que ça à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut être au clair de la façon que la nature et l'utilisation de la donnée, faut être le plus clair possible là-dessus parce qu'ils sont produits pour d'autres fins au départ. Et donc, ensuite de ça, on essaie de les réutiliser pour faire d'autres choses, mais je pense que, je ne sais pas quel genre de pression, peut-être qu'il y a des partenaires qui n'ont pas accès à certaines données, qui voudraient que ça apparaisse le plus rapidement possible dans cette plateforme-là. Mais il va rester que ça va toujours être une donnée qui a été filtrée, en tout cas je l'espère, pour la défendre de ces problèmes analytiques. Mais nous, dans nos Serge, ensuite on verra à Chantal et puis mais nous, dans nos on va conclure. Il y avait autre chose que les données déjà produites. Il y avait le monitorage de nouveaux phénomènes ou donc il y avait ça. Donc là, c'est quelque chose un ajout. Et c'est là-dessus qu'on voyait éventuellement la pression. Peut-être apporter un point de contexte sur l'intervention de contourner les lois de manière légale. En fait, l'idée, c'est de recentrer le pourquoi on fait ça. On fait ça parce qu'on veut protéger le consommateur, on veut le soutenir, on veut assurer qu'il y ait du moins une consommation qui est sécuritaire. Donc, et on a beaucoup de données disponibles qui ne sont pas exploitées de manière suffisante pour pouvoir nous aiguillonner. Et on ne veut pas se perdre dans les dédales administratifs, dans des lois, dans des façons de faire administratives qui amènent des délais supplémentaires, qui fait qu'on perd déjà des vies avant même qu'on ait accès aux données. Donc, c'est un peu ça dans le contexte de l'intervention aussi qu'il y a eu à ce sujet. Donc, ne pas exploiter ces données-là en soi a des conséquences réelles sur le terrain. Donc, c'est un peu ça que je voulais peut-être conclure là-dessus. J'ai fait une caricature. C'est correct, le message a bien passé. Véronique? Ben, ça me va, pas mal tout a été nommé par les collègues. C'est bon? On pourrait aller voir dans la salle s'ils ont des commentaires sur ce que vous avez dit ou sur d'autres aspects. Il y a un micro qui est disponible là, quand on va circuler. Donc, par rapport aux éléments qui ont été présentés, avez-vous des questions, des commentaires? La parole est à vous. Oui, je pense que je vais parler assez fort, je vais pas faire le micro, mais c'est juste j'en profite avec les encouragements de mon collègue ici, là, de dire, je pense qu'un des enjeux, des défis, non pas un enjeu, un défi, c'est de rejoindre la sécurité publique. La preuve, c'est que je suis la seule ici, aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été invités qui ne sont pas venus. Puis j'ai aimé la phrase de Christophe tantôt là, qui dit « Val, comment on ferait pour être plus sexy pour attirer les gens de la sécurité publique? » Je pense que ça serait quelque chose à réfléchir. Puis, tu sais, ça a animé beaucoup de débats dans notre atelier sur la réduction de méfaits versus répression. On a une fonction d'application de la loi. On ne dit pas que c'est la meilleure avenue de criminaliser tout, mais on a quand même un mandat de l'appliquer, cette loi-là. Et souvent, en discutant aussi avec les organismes communautaires, c'est de dire, tu sais, pour les policiers, qu'ils soient d'accord ou non, le seul outil qu'ils ont, c'est d'appliquer la loi. Donc, c'est de comprendre cette réalité-là et d'essayer de trouver un juste milieu, puis on se disait, peut-être de revenir à la base sur quels sont nos mandats, quelles sont nos fonctions, et d'essayer de trouver un milieu, donc, qu'on se rejoigne et que tout le monde puisse profiter de cette plateforme-là. Et l'autre défi que je verrais de toute cette journée-là, c'est beau, on parle beaucoup, mais ce qui ressortait aussi, c'est beaucoup d'être we die.
Donc, c'est beaucoup ça aussi qu'on engence, mais comment l'opérationnaliser, cette belle plateforme-là, je pense que c'est le gros défi. Alors, voilà, merci. Merci. En fait, vous soulevez des enjeux à savoir à qui est-ce qu'on veut que les données ou que l'on a soient utiles. Et effectivement, les partenaires communautaires ou les personnes qui consomment des drogues nous ont dit en atelier, nous, on ne tient pas à ce que toutes ces données-là soient nécessairement accessibles à la sécurité publique ou aux policiers parce qu'ils vont l'utiliser dans leur mandat, comme vous mentionnez. Donc, s'il y a des enjeux qui ont à être éclaircis par rapport à ça. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Ben, en fait, j'ai commencé dans le milieu des dépendants chez Cactus aux acides fixes. Bonjour, puis, d'expérience, si je me rappelle bien, on avait une entente, une zone de tolérance qui permettait donc qu'il y ait une consommation plus sécuritaire dans ce cas-ci. Alors, je ne pense pas qu'on devrait nécessairement voir les policiers comme nos ennemis. Il s'agit juste, comme disait Valérie, d'avoir le discours approprié pour qu'on puisse ou avoir des données qui sont suffisantes ou qui sont adéquates, qui puissent être utilisables par la sécurité publique et le corps policier. Donc, il faut juste savoir, en fait, qui on vise, qui a accès à cette information-là et comment elle sera utilisée. Bien sûr, il faut y réfléchir d'abord sur l'utilisation de ces données-là. Ça revient à la question éthique aussi. Est-ce qu'on est imputable de l'interprétation et de l'utilisation qu'on fait de ces données-là? C'est une réflexion qu'il faudra avoir. On parlait des médias également qui ont tendance à faire des liens de causalité quand il n'y en a pas. Donc, c'est un peu ce genre de réflexion-là qu'il faudra avoir dans la création de cette plateforme. Oui, j'en mentionne la zone de tolérance entre les organismes et la police. Cette zone de tolérance-là, elle n'existe pas pour les personnes qui consomment. Eux, ils n'ont pas de zone de tolérance autour d'eux qui les protège de la police. En fait, il n'y a pas grand monde qui les protège de la police en réalité. Et cet enjeu, c'est aussi parce qu'avec ces données-là, que la sécurité publique ou les corps policiers, municipaux, provinciaux, peu importe, utilisent cette donnée-là pour améliorer leur méthode d'intervention. C'est problématique en soi dans un contexte de prohibition. On donne des outils pour une meilleure répression des consommateurs. Et ça, c'est problématique. Daniel? En fait, je pense que la meilleure protection contre, pas des abus, mais contre un mésusage de l'utilisation de données d'information. Réduire les méfaits liés à l'usage des données. Exactement. C'est de s'assurer que quand on produit, disons qu'à l'Institut, on est en train de développer une plateforme. Disons que la plateforme irait plus loin que ce qu'on veut, elle irait à des besoins. Je crois qu'autour de la table, il doit y avoir des partenaires qui représentent les groupes d'intérêt, donc les usagers, les groupes communautaires, nos partenaires universitaires, nos partenaires institutionnels. Et je pense que c'est une protection contre les usages, justement, d'utilisation des données d'information, un groupe qui pourrait orienter et porter un jugement sur, probablement, quand c'est problématique, les données, se questionner sur les données qu'on doit rendre disponibles et comment. C'est parce que c'est pas une question de confidentialité. C'est plus parce que ça, tout le monde ici, non, sont habitués de travailler avec les données et respecter ces règles-là. Les enjeux ne sont pas là. Les enjeux, ils sont ailleurs. C'est l'usage qu'on va faire potentiellement des données. Et c'est l'histoire de la stigmatisation. Et pour ça, ça prend plus qu'une tête pour réfléchir autour. Ça veut dire des gens qui sont ailleurs puis qui comprennent ce qui se passe sur le terrain. Ça prend un groupe. Là, je m'exprime comme ça, mais je reste convaincue parce que quand on documente justement les centres de données, les plateformes, tout ça, c'est ça la bonne pratique. Ça ne peut pas être, les orientations données ne peuvent pas venir d'un organisme seulement. Ça permet, et c'est pour ça qu'il faut que ça soit multipartenaire. D'autres questions, des commentaires, oui? Oui, Alain Lesage, je suis co-directeur du Réseau québécois de recherche sur le suicide, troubles de l'humeur et les troubles associés. Troubles associés, là, c'est un euphémisme pour les substances. Moi, je suis un petit peu choqué qu'on parle, qu'on doit mâcher l'information et qu'il ne faut pas que les médias le sachent.
trop, puis les protéger contre un mauvais usage. On vit dans une société démocratique. Qui sommes-nous pour contrôler cette information-là? Appliquer nous-mêmes un stigma sur de l'information, sur des populations. Je pense qu'on devrait peut-être mettre à l'intérieur de nos groupes, ajouter les parents, des jeunes, des adultes, qui se sont suicidés ou qui sont morts d'overdose, autour de notre table, avec peut-être aussi des gens des médias, pour définir nos fameux indicateurs et les besoins d'information aussi qu'il y aurait. Il y avait tout à l'heure un entrefilet qu'on voyait qui était marqué, c'était en anglais, quand c'était montré au début, « My son is not a statistic ». Alors, ramenez-les rapidement, ces gens-là, parce qu'il y a une urgence. On ne doit pas regarder les données juste au mois, aux 6 mois ou à l'année. Il y a aussi le besoin de regarder l'ensemble des données qu'on peut apporter de façon hebdomadaire. Tout à l'heure, j'ai été frappé par le commentaire du centre à Toronto, le directeur de la santé publique, toutes les semaines, a son comité de vigie pour les substances. Quand est-ce qu'on va en avoir un au Québec? Puis quand est-ce que le directeur de la santé publique du Québec, à chaque semaine, va se réunir au moins pendant 1 heure pour une vigie pour les substances, avec en présence aussi peut-être des parents, des personnes qui sont mortes à cause des substances. Merci. Des réactions? Voilà. D'autres commentaires, des questions? Il reste une dernière possibilité. Frédéric Marie du CIUS Centre-Sud. Je pense que, on a nommé les données brutes puis des données analysées. Je ne sais pas si c'est ressorti dans tous les ateliers, mais dans notre atelier, c'était ressorti le fait d'avoir des accès différents au grand public, aux intervenants, aux chercheurs. J'imagine que d'avoir accès à des données brutes avec des devis de recherche, ça fait plus de sens que d'aller interpréter, parce qu'il y a des risques de préjudice. C'est pas pour rien qu'on ne met pas de données brutes dans les dossiers d'usagers, parce que on peut faire dire n'importe quoi des données brutes. Donc, je pense qu'il y a un réel risque. C'est pas une rétention d'informations, mais peut-être que les données analysées peuvent être plus largement diffusées, alors que... Mais moi, ce que je comprenais de l'intérêt d'une plateforme comme ça, c'était de combiner différentes bases de données qui sont pour l'instant plus ou moins compatibles. Puis l'idée de gagner du temps pour les chercheurs, pour les décideurs, pour les gens qui vont planifier des services, organiser des stratégies de prévention. Donc, à mon sens, une plateforme rêvée, comme plusieurs l'ont nommé, devrait avoir des accès différents avec des degrés d'analyse différents, mais où tout le monde pourrait trouver son compte. Là. Je pense qu'un n'exclut pas l'autre nécessairement, là, mais je pense qu'il faut tenir compte du risque de préjudice, évidemment, mais je suis assez sensible à la question de quand on se retient trop par risque de préjudice, bien, ça cause un préjudice aussi de ne pas agir avec toutes ces informations-là qui pourraient, oui, sauver des vies, mais sauver en tout cas beaucoup de méfaits, en fait. Des commentaires sur cet aspect de niveau d'accès? Je pense effectivement il faudrait avoir différents niveaux d'accès, mais ça pose aussi un autre problème, dans le sens que pour certaines recherches, pour certaines études, la personne qui a été rencontrée a donné son consentement pour, oui, une analyse que le chercheur principal ferait, mais pas nécessairement pour que ces données soient versées dans une base plus large. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Donc, probablement que certaines données pourraient être rendues accessibles à l'ensemble des chercheurs avec un filtre. Et pour le grand public ou pour certaines associations, je me souviens d'une association, nous, dans notre groupe, disait moi, je veux que les données soient bâchées. Donc, il pourrait avoir cet aspect-là. Mais il y a différents niveaux et il faut tenir compte, je pense, aussi du consentement qui est à la base qui a été donné aux chercheurs. Bien, voilà, c'est tout le temps que nous avions. Merci, chers discutantes et discutants, et de vos commentaires et de vos résumés de la discussion que vous avez fait. C'est fort enrichissant. Alors, je vous invite à céder votre place pour la conclusion de la journée. Donc, j'invite Louise Nadeau et Jean-Sébastien Ferry à se joindre à nous à l'avant.
Louise Nadeau et Jean-Sébastien Fallu vont nous faire part de leurs observations de la journée, nous indiquer un peu comment elle et il envisagent la façon de surmonter les enjeux soulevés, les solutions possibles. Louise Nadeau est professeure titulaire honoraire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse au laboratoire de recherche sur les habitudes de vie et les dépendances. Elle est aussi chercheuse au risque et chercheuse régulière à l'Institut universitaire sur les dépendances. Jean-Sébastien Fallu est professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Il est chercheur régulier à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal, au groupe de recherche et intervention sur les substances psychoactives du Québec et à l'Institut universitaire en dépendance du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Par ses temps libres, il est directeur de la revue Drogue, Santé et Société et intéressant aussi, il est fondateur et co-porte-parole de l'organisme GRIP Montréal. Alors, qu'est-ce que ça vous a dit cette journée, Louise? C'est compliqué, hein? Je sais que je devrais commencer de manière beaucoup plus intéressante et tout ça. Je dois vous avouer que c'est un dossier compliqué. Alors, les questions qui nous ont été posées au début, c'est est-ce que c'est possible de créer un organisme comme celui-là? Puis je vais commencer en disant on n'a pas le choix. Il y a un retard extraordinaire du Québec par rapport à l'accès à l'information. Et là, on a Matthew Young qui nous quitte et il travaille sur l'étude sur les coûts socio-économiques de l'alcool et les données du Québec ne seront pas là. Celles des 9 autres provinces vont y être parce que la Commission d'accès à l'information rend l'accès à l'information impossible. Puis si je demandais dans la salle combien de personnes se sont battues pour avoir accès à des données qui sont là, qui sont probablement les meilleures au monde et qui nous permettraient de savoir quelle est l'utilisation des services, à quelle sorte de médicaments les gens sont prescrits, quelle est la durée du traitement, quelle est leur répétition en traitement, on les a pas. Alors, puis là, je pourrais vous donner d'autres exemples. En ce sens-là, je me retrouve à peu près dans les années 85-90 où on a créé le risque parce qu'on accusait un retard incroyable sur ce qui était à ce moment-là, les RF, et je me retrouve avec les cheveux blancs, avec le même retard, mais sur d'autres questions. Fait que ça, c'est le premier niveau. Est-ce qu'il y a une motivation? Est-ce que c'est possible? La réponse, c'est oui. Par ailleurs, c'est certain qu'on ne peut pas tout faire tout en même temps, et c'est la meilleure manière de se casser les pieds qui trop embrasse mal les trains. Alors là-dessus, je vois Serge Brochu en face de moi qui a décrit en quelques mots un plan possible. Il y en a d'autres, mais c'est un des plans. Un investissement du MSSS avec de l'argent, des experts, une organisation de gouvernance avec à la fois des gens capables d'analyser des données. Dans tous les ateliers, on a parlé sous des mots différents de contrôle de qualité, de niveau de preuve, de données analysées, d'un examen scientifique. Que vaut cette étude? Est-ce qu'elle est scientifiquement valide ou est-ce qu'au contraire, c'est de l'anecdote? Les gens ont dit ça sous toutes sortes de formulations, mais en gros, ça disait la même affaire. Tant qu'à avoir une donnée, il faut au moins qu'on puisse s'y fier. Et si elle comprend des limites, les signaler. Les gens ici dans la salle ont démontré qu'il y a un quotient intellectuel capable de dire « ça nous dit ceci, mais ça ne nous dit pas cela ». D'autre part, il est devenu assez clair, donc il va y avoir des choix à faire et donc de décider quelle population d'abord on vise. Est-ce qu'on veut servir les usagers? Est-ce qu'on veut servir la communauté des intervenants qui travaillent en première ligne et qui travaillent plutôt avec des gens qui consomment des drogues illégales dans la rue? Est-ce qu'on vise au contraire des gens qui sont en traitement en deuxième ligne et qui ont besoin d'avoir des données sur l'efficacité du traitement? C'est pas certainement pas à moi à décider une chose comme celle-là, mais on peut pas tout faire tout en même temps et il va y avoir des choix à faire. Ce qui ressort de toutes les discussions par ailleurs, c'est que n'importe quel modèle d'intervention devra comprendre différents paliers avec à la fois une expertise scientifique, à la fois des gens qui vont utiliser les données et à la fois des usagers. Et ça devient extrêmement, extrêmement important et ça ressort tout le temps. Est-ce que ça veut dire que de telles données pourraient être utilisées de manière malavenante? Ce que moi, j'ai beaucoup plus entendu et qui m'a totalement bouleversée, c'est le niveau de censure au Québec.
Ça, c'est ma découverte de la journée. J'avais aucune idée qu'il y a certains rapports publiés avec des données à qui on a interdit de sortir. J'ignorais, je le savais, mais qu'il y a des chercheurs compétents qu'il faut qu'ils demandent la permission pour dire ce qu'ils vont dire, et encore, on doit s'assurer que les contenus sont contrôlés. Alors ça, c'est vraiment, je ne l'avais pas vu aussi clairement, bien que je savais que ça existait. Une des suggestions, donc, pour éviter cet écueil de personnes qui sont dans la fonction publique et dont le contenu est contrôlé, c'est d'aller dans les universités. J'en sors des universités. L'université, pour que tu réussisses dans une carrière, il faut publier. Puis il y a des conditions. Et donc, un chercheur universitaire, à moins d'avoir des conditions exceptionnelles, va d'abord répondre à ces exigences de carrière qui sont publiées dans des revues scientifiques compliquées, qui ne sont pas nécessairement des données accessibles. Tu ne peux pas gagner ta vie dans une carrière universitaire en faisant seulement du transfert de connaissances. Si en plus tu es capable d'en faire good, mais ça ne pourra pas juste être ça. Puis les organismes subventionnaires ne subventionnent pas uniquement du transfert de connaissances. Il faut que tu aies un schéma expérimental complexe. Puis un schéma expérimental complexe, ça prend 60 heures par semaine pendant 50 semaines par année pour l'écrire. Donc, il y a comme un arrimage là, à faire entre ce qu'on veut, la nécessité d'avoir des données qui sont valides avec de l'expertise scientifique et qui, en même temps, sont présentées de manière comestible. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient lisibles et accessibles. Je connais assez exactement la charge clinique de quelqu'un qui fait de la clinique. Ils n'ont pas tant de temps que ça pour lire. Alors, il faut s'assurer que les données soient transmises. Et il y a du monde présentement qui sont capables de prendre des données complexes et de les mettre dans un texte qui soit accessible. Et ce n'est pas les mêmes personnes que les chercheurs le plus souvent. Donc, il y a toutes ces questions-là qui ont été soulevées. Et voilà. Alors, est-ce que c'est possible? On n'a pas le choix. Oui, il faut le faire, mais ça implique également que dans un premier temps, vraisemblablement, on va devoir avoir des choix et que tout ça commande un certain investissement humain et bien sûr financier. Jean-Sébastien. Louise. Bon, alors voilà, on a refait le scénario de ce qu'on dirait 25 fois à travers la journée. Quand Lina et Chantal m'ont invité, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai d'intelligent à dire? J'ai pas grand-chose à dire. Finalement, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. Je sais pas si ça va être intelligent, c'est tout à fait déstructuré, mais je vais revenir sur plein de choses que j'ai entendues. Notamment le risque de stigmatisation. Pour moi, il est majeur. Puis la stigmatisation, je pense que souvent on minimise les conséquences de ça, mais c'est grave. Je ne suis pas pour la censure ou limiter l'accès à l'information dans une société démocratique, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, on voit des communautés comme les Autochtones qui ne veulent plus participer à des collectes de données parce qu'elles sont stigmatisées. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Les médias sont très bons pour faire dans les attributions causales. Je pense qu'il faut leur donner accès aux données. Puis je pense que l'idée d'impliquer ces gens-là dans des comités sur l'établissement d'un réseau, c'est une bonne idée, mais je pense qu'il faut être vigilant quand même à cet égard-là. Puis aussi pour la répression policière des usagers, Jean-François, tantôt, que je ne vois plus, disait que ça ne protège pas les personnes, même si on les implique dans un comité, comme disait Mme Saint-Laurent. Au bout du compte, si on sait que telle population, les ARSA par exemple, consomme plus, bien, la police peut être tentée de faire du profilage, malgré... Bon, c'est des risques réels qu'il faut prendre en considération, mais en même temps, on veut que l'information soit diffusée. J'ai aussi entendu beaucoup de bonnes idées aujourd'hui, mais ce qui revenait, ça me faisait penser au buffet de Christophe. Je pense qu'il faut prioriser, puis commencer par la base. Je pense que les observatoires en Europe ont commencé par la base, c'est-à-dire des données de prévalence simples, puis après ça, ils ont évolué. Je pense qu'on pourrait commencer par ça, puis c'est un peu ce que j'entendais qui était dit tantôt. Les priorités, c'est de savoir qui consomme, quoi, et surtout, quels sont les méfaits, là, parce qu'on en a un
un peu marre de savoir qui consomme une fois par année de telles substances. C'est pas ça qui nous importe, c'est quelles sont les conséquences négatives. Et même si la légalisation du pot, par exemple, faisait qu'il y avait une légère augmentation de consommation, mais qu'il n'y a pas d'effet supplémentaire, on s'en fout. C'est pas ça l'enjeu pour moi. Puis aussi les nouvelles drogues qui circulent, les nouvelles tendances, puis ça ramène à la question de la prohibition que je ramène tout le temps, mais beaucoup de choses qu'on discute aujourd'hui ne seraient pas si compliquées ou nécessaires, ou bon, si c'était pas du contexte de prohibition, alors décriminalisons et légalisons, s'il vous plaît, rapidement, le plus possible de drogue. Peut-être pas toutes, là, pas besoin de légaliser le carfentanyl. Mais voilà, bon, un petit éditorial comme ça. Le financement aussi, on parle beaucoup, on a débattu là-dessus, ça prend du financement, je suis bien d'accord. Un engagement du ministère, je suis bien d'accord, mais mon expérience politique et scientifique me montre que les politiciens, finalement, sont pas mal au diapason de l'électorat, puis leur objectif premier, c'est pas le bien commun, c'est la réélection, malheureusement. Donc, si l'électorat n'est pas là, les politiciens, je ne suis pas sûr qu'ils vont y être tant que ça. Et on est face à un problème qu'on appelle le comportement volontaire. Les Anglais disent « self-inflicted disease » dans la population. Il y a bien du monde qui s'en foutent royalement des consommateurs de drogue, puis tant pis pour eux, puis qui crèvent, là, parce que, tu sais, ils prennent des risques. Il y a un double discours, un double standard par rapport à d'autres maladies comme le diabète, qui peut aussi être self-inflicted. Mais bon, bref, tout ça me fait dire que je pense que compter sur les politiciens, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Je pense qu'il faut plutôt se mobiliser, trouver un consensus entre tous et toutes pour faire pression, comme l'idée de la conférence de presse, là, puis des choses comme ça, je pense que c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ben oui, effectivement, c'est parce que la volonté politique, je ramène toujours la question du SRAS, là, qui a fait 423 morts là, par rapport à 4000 l'année passée pour la crise des opiacés au Canada. Puis on a eu plus que 2 fois plus d'argent, crise de santé publique, urgence de santé, des institutions qui ont été mises sur pied. Ça montre à quel point le consommateur de drogue, le drogué, n'est pas une priorité pour nos élus et pour la population. Bon, je ne veux pas vous démotiver, mais aussi, ce qui est ressorti, puis que j'entendais beaucoup, c'est que c'est bien beau, là, une veille ou des surveillances de données, mais dans quel but? Je pense que c'est pour aider les personnes, puis c'est pour agir. C'est pas juste d'écrire puis avoir de l'information. Il faut qu'il y ait vraiment une logique d'utilité et d'agir en lien avec ça, ultimement. Puis j'ai bien aimé ce que Chantal Robillard nommait, là, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Moi-même, j'ai fait une demande d'accès à des données pour comparer la violence en lien avec l'alcool en Ontario versus Québec. En Ontario, j'ai eu ça comme ça. Au Québec, ça a pris 2 ans. Medeco demande d'accès à l'information. Puis moi-même, je ne sais pas si c'est des lois valables ou des règlements, des fonctionnalités, des manques de ressources, mais bref, il y a clairement là un problème. Est-ce que, bon, dans la solution, je pense qu'il faut quand même, comme disait Chantal Robillard, distinguer entre les chicanes de ministère, les lois qui sont effectivement là pour protéger des droits, versus des règles de fonctionnement et des complexités inutiles. J'ai rien compris là-dedans, mais il y a l'air d'avoir un problème. En tout cas, quand je comparais avec l'Ontario, c'était 2 mondes. C'est ça pour le moment, oui. Moi, je vais essayer de mettre dans la santé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans le sens, vous avez soulevé plusieurs enjeux. Est-ce que vous pourriez lister sur une piste de solution Je l'ai fait, Richard. Oui, en conclusion. Je vais chanter un petit Yukaide, Yukaida. Oui, mais avant, une des choses difficiles, là, c'est qu'on travaille sur un trouble qui est perçu comme auto-infligé. Et ça partira pas. Et donc, le jour où on a choisi cette profession-là, ça veut dire qu'on acceptait ce handicap. Premier niveau. Par ailleurs, il est certain qu'on a en main beaucoup d'outils pour faire du bon monitorage. Et du monitorage impliquerait d'être capable de bien documenter les coûts socio-économiques qui viennent avec ces difficultés-là et qu'en ce sens-là, on est capable, dans le fond, de démontrer l'utilité d'un réseau. Et ce que je trouve fabuleux, c'est qu'il y a en place des scientifiques capables de faire des analyses qui soient à l'INSPQ ou à l'Institut de la statistique, pas dans les universités, que par ailleurs, il y a un réseau d'intervenants dans les instituts avec à la fois des scientifiques qui sont là
et des cliniciens qui sont extrêmement bien formés et qui sont intéressés à appliquer les meilleures pratiques, et que il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, là. Il y a eu une épidémie du sida au Québec, et présentement, les usagers qui prennent de la drogue dans les rues n'ont pas le sida à Montréal. Et ça, c'est parce que nos stratégies de prévention ont fonctionné. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. À l'Agence de santé publique du Canada, qui sort les données d'incidence, les cas d'incidence sont encore dans la communauté gay, ne sont pas chez les toxicomanes. Fait qu'il y a du monde à Montréal qui ont fait un job incroyable, qui a été efficace, et donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir dans cette population-là. Et à partir de ça, il faut partir de cette force-là pour se dire, on a besoin, avec les nouveaux enjeux qui sont clairement les nouveaux opioïdes, et que là, il y a un momentum. Et c'est à partir de ce momentum-là, je pense, qu'on peut avancer. Et après ça, il y a des choses importantes. Une des grandes questions, puis là-dessus, je vais terminer. Moi-même, je placotais, n'est-ce pas, avec mon collègue de droite ici pour savoir, il m'a dit en autant de mots, 50% des overdoses d'opioïdes sont liées aux ordonnances des médecins. On estime que ce serait 50%. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait une affirmation intempestive, ayant lu les journaux. Et puis, évidemment, j'ai les cheveux blancs, je peux me permettre ça. Évidemment, ça. Là, j'ai dit, tabarnak, d'où qu'elle vient la donnée? Qu'est-ce qui a établi cette donnée-là? Sur quelles données est-ce fondée? Par ailleurs, c'est un souci pour toutes sortes de raisons dans ma vie chic et distinguée. Je rencontre la doyenne de pharmacie de mon université qui se tourne vers moi et dit « Madame Lado, il faut faire quelque chose, là. Nos pharmaciens transmettent des ordonnances, toutes ces mortalités-là. » Puis là, il n'y a personne qui a des bonnes données. On les a pas. On ne sait pas jusqu'à quel point il y a une réalité dans ce que l'on dit, que la moitié des décès, on parle de 2800 personnes au Canada, seraient liées à des ordonnances médicales mal faites, à des pharmaciens qui travaillent peut-être pas très bien, et le rôle du crime organisé et de la nouvelle infrastructure du marché. Puis Jean-Sébastien aussi pensait ça, lui-même, grand scientifique. Alors, peut-être que c'est le moment de se dire qu'on a peut-être besoin d'avoir un travail un peu plus rigoureux pour être capable, de mieux former nos professionnels de la santé qui sont des prescripteurs, les pharmaciens qui travaillent et qui remplissent les ordonnances, les intervenants de la rue et les intervenants dans les centres de traitement, qu'ils soient psychiatres, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient intervenants communautaires. L'heure est vraiment venue, face à cette situation qui inquiète tout le monde, d'avoir enfin des données probantes. Merci. J'ai encore combien de temps pour conclure? 30 secondes? 2 minutes. 2 minutes, parfait. Je vais être bref, je vais essayer. Mais je pense que généralement, il faut encore, je le répète, travailler sur la déstigmatisation et le changement des lois. Ça va ensemble parce que les lois qui prohibitent la possession et la consommation de drogue, c'est une stigmatisation institutionnalisée. C'est une absurdité. Dans 100 ans d'ici, on va regarder en arrière, on va se dire, mais quelle connerie. Bon, OK. Plus concrètement, je pense que ça a été dit souvent, il paraît que c'est un mot censuré, mais la solution, je pense, c'est de créer un observatoire au Québec. Pour y arriver, je redis ce que j'ai dit tantôt, mais en étapes, on se regroupe encore une fois tout le monde en impliquant le plus possible tout le monde qui veut, la police, les parents, tout le monde. Puis on essaie de trouver un consensus sur quelque chose qui rejoint tout le monde comme priorité, de première étape à mettre en place, donc le plus petit dénominateur commun. On met journalistes, éditorialistes et la population dans notre poche avec une conférence de presse organisée, puis on avance. C'est ça que je propose. Merci Jean-Sébastien, c'est intéressant. Merci. Tout à fait. C'est gentil. Merci Louise, merci Jean-Sébastien. Alors merci, on espère pouvoir donner une suite intéressante à toute cette journée, puis bon retour, bonne soirée. Bravo à Richard aussi, il a bien fait ça. Oui, juste fait une joke là. Juste ça. Voilà.